Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Entrepreneur Café. Moi c'est Seth Ameyavi, l'un des cofondateurs du podcast, et aujourd'hui je vous propose de partir à la rencontre de Denis Père, entrepreneur à succès, fondateur de Kiala, Business Object, et actuellement président fondateur de Nature and People First, société de développement de projets de stockage d'énergie. Denis revient avec nous sur son parcours, sa passion pour l'entrepreneuriat et partage ses convictions fortes pour encourager l'innovation et l'envie d'entreprendre en France. Nous revenons ensemble sur son dernier ouvrage, Le Contrat Mondial, un livre passionnant dans lequel Denis propose des solutions concrètes pour combler les différences de normes sociales et environnementales entre pays et permettre aux pays occidentaux de reconstruire leurs industries stratégiques. Une rencontre exceptionnelle qu'il nous fait grand plaisir de partager avec vous. Bonne écoute. Bonjour Denis, je suis très content de te recevoir dans Entrepreneur Café aujourd'hui. Tu es l'un des fondateurs de Business Object, un outil de BI et de reporting pour créer des tableaux de bord et accompagner le décisionnel grâce à des interfaces de visualisation qui s'intègrent parfaitement dans la suite Office. Je pense que ceux qui l'utilisent te disent merci. Et tu es aussi l'un des cofondateurs de Kiala, un système de relais logistique qui a été racheté par UPS. Et aujourd'hui, tu te lances dans une aventure qui semble être évidente, qui s'appelle Nature and People First. Tu as créé l'association Croissance Plus, qui se donne pour mission de faire rayonner l'entrepreneuriat en cassant les barrières sociales et économiques. J'espère que je l'ai bien résumé. Oui, c'est bien. Et enfin, et c'est pas fini, tu es le créateur du mouvement politique Nous Citoyens. En ce moment, ton nom revient souvent dans l'actualité, non pas pour ça, mais du coup, je pense que tu te projettes dans l'avenir en écrivant un livre qui est accueilli par la critique comme un manifeste que je trouve dépeint très bien la situation actuelle et ce que nous faisons, en tout cas ce que nos pays font pour nourrir la croissance économique. Et tu livres dans ce livre, tu nous expliques ta vision du monde de demain. Je trouve, en tout cas, des premières pages que j'ai pu en lire, je trouve que tu exposes très bien, c'est très bien documenté. Et je pense que ce podcast va être très intéressant. Merci. Bonjour Denis. Bonjour. Merci pour cette introduction élogieuse et très complète, effectivement. Oui. Eh bien, parfait. Et qui es-tu ? Alors, qui suis-je ? Moi, je suis, pour ceux qui ne te connaissent pas. Je suis effectivement un entrepreneur récidiviste et un militant. J'ai vraiment les deux casquettes. J'ai commencé à militer il y a déjà plus de 20 ans avec la création effectivement de Croissance Plus. Avant ça, pour revenir un petit peu sur mes origines, moi je suis né à Lyon, de père ingénieur, ma mère était bibliothécaire municipale, d'une famille qui n'était pas des entrepreneurs, mon père ne l'était pas, mais mon grand-père l'était, mon arrière-grand-père aussi, dans une entreprise de soierie à Lyon qui avait déposé le bilan dans les années 30. Donc je connaissais l'entreprise sous ses bons et ses moins bons côtés, et j'ai toujours gardé j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale. Il y avait chez nous la photo de mon arrière-grand-père qui avait développé son entreprise de soierie aux quatre coins du monde, et ça a toujours été un modèle pour moi. Voilà. Et donc j'ai fait des études, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait l'ESSEC. Après ça, j'ai commencé à travailler dans l'informatique, et j'ai en particulier travaillé chez Oracle France à l'époque, qui se développait très rapidement, donc l'éditeur de logiciels californien de bases de données. Et puis j'ai eu envie de créer mon propre Oracle à moi avec un collègue qui s'appelle Bernard Liotto. Et donc on a trouvé une idée assez rapidement. J'ai passé qu'un peu plus de 2 ans chez Oracle parce qu'assez vite j'ai trouvé l'idée de ce qu'allait devenir effectivement Business Object à travers un problème qu'avait mon principal client qui était EDF, qui avait des problèmes d'accès aux données pour les utilisateurs non informaticiens, auquel on devait apprendre un langage informatique compliqué, et évidemment ces gens-là voulaient pas apprendre ce langage, donc il y avait des situations de conflit régulièrement entre l'informatique et les utilisateurs, et j'ai croisé le chemin d'un jeune développeur informatique qui avait conçu un produit qui permettait de résoudre ce problème. Et avec Bernard, on s'est dit que c'était l'occasion de créer notre propre éditeur logiciel. On en rêvait tous les deux depuis quelque temps. Et on avait tous les deux passé du temps aux États-Unis. On connaissait bien le modèle des startups américaines de la Silicon Valley. Et on a voulu faire ça, mais à Paris. Et ça a marché.
Ça a marché. Donc c'était les rudiments de la data visualisation. Aujourd'hui, tout le monde en utilise, on ne peut plus s'en passer. Ouais. Et quand on communique, moi qui suis par exemple directeur technique, quand j'ai besoin de communiquer avec les stakeholders ou avec ma directrice, c'est très important de pouvoir afficher les données les données importantes de manière claire. Et je pense que c'était quelque chose qui était attendu sur le marché et vous êtes arrivé au bon moment. Ça a été repris dans tous les outils Office, dans SAP. Oui, alors c'est effectivement, ça a été le premier outil de BI. On a été des pionniers de la BI. Alors on n'appelait pas ça la BI encore à l'époque, mais on a été les premiers à voir ce marché, à le prendre au sérieux, arriver avec une offre qui était professionnelle, qui était très innovante aussi. On a même obtenu un brevet aux États-Unis sur la technologie d'interrogation, donc c'était vraiment très innovant. Et puis on était en avance même par rapport aux Américains, ce qui est pas toujours le cas des éditeurs logiciels européens. Et parce qu'on était en avance par rapport aux Américains et qu'on n'a pas perdu de temps, on est très vite allé aux États-Unis. On a réussi à s'implanter fortement là-bas et à devenir leader mondial, effectivement, et à avoir comme clients la plupart des grandes entreprises mondiales, la plupart des grandes organisations. Donc aux États-Unis, nos clients c'était Boeing, General Motors, Disney, Texas Instruments, la NASA, la Federal Trade Commission, et encore aujourd'hui, l'armée américaine utiliserait encore plus de 40 000 licences de business objets, effectivement. Et la société s'est développée très vite. Elle a doublé tous les ans en chiffre d'affaires. Et on l'a implanté dans plus de 50 pays en 7 ans. On l'a coté au Nasdaq 4 ans et demi après la création, ce qui s'était jamais fait pour un éditeur logiciel européen. On était aussi la première société française indépendante à être cotée. Et en fait, on a surtout parlé de nous aux États-Unis parce que c'était aussi la cotation la plus réussie cette année-là au Nasdaq. Elle était 20 fois sursouscrite et c'était donc sur la base de la market cap le premier jour, la meilleure IPO de l'année. Donc on a fait l'ouverture de la chronique boursière de CNN. On a eu droit à beaucoup de médiatisation là-bas. On a même été nommé par Business Week, Bloomberg, quelques années plus tard, en 96, Best Entrepreneurs aux côtés de Steve Jobs et Steven Spielberg. Donc ça a été un conte de fées, quoi, vraiment un conte de fées. Ouais, c'est allé très vite. Et qu'est-ce qui a été le secret de cette réussite ? Est-ce que c'est le réseau ou alors est-ce que c'est le fait d'avoir identifié un problème et la solution très rapidement et de l'avoir servi de la bonne manière. Ouais, c'est un peu tout ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un aspect timing qui était très bon. On était là au bon moment. Et effectivement, c'était facilité par le fait que moi, j'étais en contact avec beaucoup de clients d'Oracle. Donc, je voyais qu'ils avaient de l'appétit pour ce type de solution. D'ailleurs, avant de nous lancer, j'avais fait une enquête auprès de mes collègues qui étaient commerciaux, responsables commerciaux en France et même en Europe pour savoir s'ils avaient observé les mêmes besoins. Donc, ce qui était le cas. Donc le timing et puis je pense l'exécution opérationnelle aussi qui s'est bien passée parce qu'on connaissait bien ce métier, Bernard et moi. On venait d'un éditeur de logiciel américain, donc on connaissait toutes les ficelles, je dirais, toutes les recettes, toutes les meilleures pratiques. Et donc on est allé vite aussi parce qu'on maîtrisait parfaitement l'exécution opérationnelle d'un projet comme celui-là. On connaissait bien les États-Unis tous les deux, donc on n'était pas naïf aussi par rapport à un certain nombre de pièges qui peuvent exister aux États-Unis pour un Européen qui connaît mal le pays. Et donc tout ça réuni fait qu'effectivement ça a été un carton. Ouais. Excellent. Et de Business Object, tu te retrouves à la tête de Kiala. Oui, alors ça s'est pas fait tout de suite du jour au lendemain. En fait, en 96, fin 96, début 97, moi je décide de me retirer. Moi je m'occupais de 80% de l'effectif, 100% du chiffre d'affaires. Donc j'avais fait 27 trimestres au-dessus de l'objectif, puisqu'on compte en trimestre dans ce genre de société, en doublant le chiffre d'affaires tous les ans. Je m'étais marié entre-temps, je commençais à avoir des enfants que je voyais pas du tout. Donc j'ai eu envie d'avoir une vie un peu plus normale. Moi, j'ai toujours donné la priorité à ma vie de famille par rapport à ma vie professionnelle et j'ai pas hésité même parfois à sacrifier ma vie professionnelle, en tout cas à pas avoir la même vie professionnelle que celle que j'aurais pu avoir si j'avais pas fait ça. Et donc, j'ai donné la priorité à ma famille et donc j'ai décidé de prendre du recul. J'ai aidé Bernard à recruter un successeur et puis la société a continué à se développer et puis une dizaine d'années plus tard, elle a été rachetée par SAP pour plus de 4 milliards d'euros. Bon, j'étais plus actionnaire à ce moment-là, mais ça c'est resté une belle histoire et maintenant elle appartient au groupe SAP et c'est toujours un produit qui est très très largement diffusé dans le monde. Et donc entre-temps, effectivement, moi j'ai commencé à devenir business angel. J'ai été appelé en fait régulièrement par des entrepreneurs, des investisseurs, des VC qui voulaient répliquer ce qu'on avait fait. Et donc j'ai répondu à ces sollicitations et j'ai commencé à investir dans des startups en Europe, d'ailleurs pas qu'en France, en Belgique, aux Pays-Bas aussi, en Angleterre. Et puis j'ai été confronté assez vite à deux problèmes législatifs importants, un qui me touchait personnellement et puis un qui touchait Business Object, les entreprises similaires. Il y a eu un problème sur les stock options. En fait, il y avait deux lois très hostiles qui ont été votées à ce moment-là
par le gouvernement Juppé. Il y a eu des charges sociales rétroactives sur les stock options. Nous, on avait donné des stock options à tous nos collaborateurs. On avait vraiment joué le jeu pour en faire des co-entrepreneurs, pour partager la réussite avec eux. Et parce qu'il y avait eu quelques abus de quelques grands patrons, eh bien l'État a jugé que tout le monde était coupable et utilisait ces outils à mauvais escient. Et en fait, les patrons en question, ils s'attribuaient les options avec des rabais, donc ils faisaient un profit immédiat. Et plutôt que d'interdire les rabais, ce qui aurait été logique, l'État a dit tout le monde se sert de cet outil comme d'un système de salaire déguisé, donc on va appliquer des charges sociales rétroactivement sur tous les plans d'options existants. Pour nous, c'était une catastrophe. Nos employés n'avaient plus aucun intérêt. Les stock options valaient plus rien. Enfin, il y avait des charges sociales colossales qui leur étaient affectées. Et donc, j'ai décidé de me battre pour corriger ça. Et puis, le problème qui me touchait moi personnellement, c'est qu'il y a eu le déplafonnement de l'ISF à ce moment-là. Moi, j'avais un patrimoine qui était à 90% papier, des actions de business objets, dont j'étais encore administrateur. Mais j'étais considéré par la SEC, le gendarme de la bourse américaine, à juste titre, comme un initié. Donc, je pouvais vendre que des toutes petites quantités de titres dans une petite fenêtre tous les trimestres. Donc, c'était pas liquide de fait ou très peu. Ça rapportait rien, ça versait pas de dividendes et ça fluctuait en permanence au gré des fluctuations du Nasdaq et des fluctuations de la société aussi. Et donc, j'étais en faillite virtuelle potentiellement parce qu'il suffisait d'une explosion du cours de bourse à l'occasion d'une bulle qui est arrivée d'ailleurs quelques années plus tard, une bulle comme la bulle Internet, ou d'une explosion simplement parce qu'il y avait à un moment donné une spéculation sur le cours de bourse avec une rumeur d'acquisition, ce qui arrivait aussi régulièrement. Et donc là, j'étais en faillite, potentiellement, parce que j'avais pas les moyens de faire face à l'impôt qui m'était réclamé. J'avais mis de côté un peu d'argent au moment de l'introduction et que j'avais en fait acheté un appartement, une maison de campagne. Et donc, il aurait fallu que je vende tout ça. Et même ça n'aurait pas suffi. Au moment de la bulle Internet, par exemple, ça n'aurait pas suffi à payer l'ISF. Donc, j'étais en faillite virtuelle. Donc, j'ai monté effectivement Croissance Plus à ce moment-là pour faire connaître ce modèle d'entreprise de croissance qui se développe sur des segments porteurs, qui font appel à des investisseurs en capital risque, qui partagent la réussite avec leurs employés. Ça a toujours été un modèle absolument essentiel pour Croissance Plus. D'ailleurs, tous les adhérents doivent s'engager à partager la réussite avec leurs salariés, à les faire entrer au capital d'une manière ou d'une autre. Ça peut être des stock options ou autre chose. Et on s'est lancé avec un petit groupe d'entrepreneurs pour essayer de corriger cette situation. Et on y est arrivé, en fait. On y est arrivé sur la partie stock option. On a réussi à obtenir la création des BSPCE avec le gouvernement Jospin à l'époque, puisque la droite était partie, avait été battue. Le gouvernement Jospin a créé donc les BSPCE, qui est un outil qui est utilisé par toutes les startups de France aujourd'hui pratiquement pour partager effectivement la réussite entrepreneuriale avec les collaborateurs. Et par contre sur l'ISF, j'ai rien eu. Donc là, c'était quelque chose. Il y avait vraiment un blocage idéologique par rapport à ça. Et donc là, je suis parti en Belgique créer l'équivalent européen de Croissance Plus, qui s'appelle Entrepreneurs for Growth. J'ai rejoint un groupe d'entrepreneurs européens qui militaient déjà sur ces sujets-là, et je les ai aidés à convaincre la Commission, à travailler au niveau de la Commission européenne pour réaliser en fait un benchmark tous les ans des meilleurs environnements en Europe pour les entreprises de croissance. On a fait ça avec un grand cabinet d'audit. On a publié des classements pendant 2 années de suite jusqu'à ce que la Commission comprenne que c'était à eux de le faire, ce qu'ils ont fini par faire. Et voilà. Et donc j'ai fait ce genre de choses. Donc avant de créer Kiala, il y a eu cet épisode Croissance Plus et Entrepreneurs for Growth, l'équivalent européen, dont j'ai été vice-président pendant quelques années. Et puis j'ai eu envie d'entreprendre de nouveau et donc j'ai monté Kiala, effectivement. Ok. Donc c'était une opportunité. Encore une fois, tu étais en Belgique. Oui. Et depuis la Belgique, tu t'es dit, maintenant que j'y suis et maintenant que j'ai réussi à mettre en place quelque chose, pourquoi ne pas continuer? Il y a une opportunité qui se présente et cette opportunité, elle se présente comment? Oui, alors Kiala, effectivement, c'est une idée que j'ai eue avec un autre associé, un ingénieur aussi. Je me suis souvent associé à des ingénieurs. Alors, je suis passé d'un centralien pour la première société à un polytechnicien pour la deuxième, à 2 ingénieurs brillants dans les 2 cas. Et donc Marc Fourier, avec lequel j'ai fondé Kiala, qui a été une très belle aventure où là, effectivement, alors c'était plus de l'édition de logiciels, mais il y avait quand même beaucoup de technologie, parce qu'en fait on réinventait un procédé qui existait depuis longtemps, qui avait été inventé en France d'ailleurs par les VP6 historiques, les La Redoute 3 Suisses, qui était le procédé logistique de livraison en relais, comme une alternative à la livraison à domicile pour les gens qui sont pas chez eux pendant la journée et qui veulent pas se battre pour récupérer leur colis au bureau de poste avec des horaires pas toujours faciles. Et donc on a décidé de devenir le premier opérateur vraiment indépendant d'un groupe de VPC existants, en l'occurrence, et avec une démarche aussi de modernisation, d'innovation très forte.
les plateformes existantes étaient très très archaïques, ne traçaient pas les colis, ils travaillaient avec des boîtes à chaussures en carton, du papier, etc. Donc aucune traçabilité, un service qui n'était pas professionnel du tout. Donc on a vraiment cherché à professionnaliser ce métier énormément grâce à une plateforme technologique qui a été un gros investissement, et on a monté effectivement un réseau de relais en ciblant bien sûr la croissance de l'e-commerce. L'idée c'était d'accompagner la croissance de l'e-commerce. Et donc ça s'est très bien passé aussi. Ça a été une très belle histoire de nouveau avec une forte croissance. Bon, Business Object c'était 100% par an de croissance. Kiala c'était 50% en moyenne. C'est normal, c'est un peu moins scalable puisqu'il y a une dimension physique aussi. On mettait en place des réseaux de commerce et qu'il fallait recruter. Donc on a commencé avec une centaine de relais en Belgique et puis en une dizaine d'années, on a créé un réseau de 7000 relais qui allait de Rotterdam à Gibraltar, qui couvrait une bonne partie de l'Europe, avec 50% de croissance par an, avec des très beaux clients. Tous les grands acteurs de l'e-commerce nous ont rejoints, bien sûr Amazon, mais aussi toutes les belles histoires françaises que j'ai croisées, qui sont souvent devenus, si ce n'est des amis, en tout cas des gens dont j'étais proche, parce que c'était des belles histoires entrepreneuriales, les fondateurs de Cdiscount par exemple, de Sarenza, de Spartoo, d'Oscaro, de Rue du Commerce. D'ailleurs, toutes ces histoires sont pas toujours bien terminées, mais ça a toujours été des très belles histoires entrepreneuriales quand même. Et donc beaucoup de très beaux clients dans ce domaine-là, dans l'e-commerce classique, puis beaucoup de marques aussi qui nous ont rejoints, qui se lançaient sur Internet, donc des marques comme Etam, H&M, Lacoste, Tommy Hilfiger, Nespresso, qui avaient besoin aussi de ce canal. Et puis on a beaucoup travaillé avec les opérateurs télécoms aussi. On a même beaucoup innové avec eux. On a lancé des services de livraison bien sûr de box en relais, mais de swap également en relais. Pour Free, on a inventé ce process de swap en relais. Donc le fait de pouvoir ramener une vieille box et dans le même temps récupérer une nouvelle box, pour éviter d'avoir deux transactions à domicile. Il y avait des gens qui prenaient 2 demi-journées de vacances pour la première demi-journée remettre l'ancienne box à DHL et puis la demi-journée 3 ou 4 jours après récupérer la nouvelle box. Et donc c'était épouvantable. Je me rappelle de cette époque. Et donc on a inventé service de swap en relais qu'on a fait breveter d'ailleurs et qu'on a déployé dans un certain nombre de pays d'Europe. Et on a inventé aussi le click and collect. On a lancé le premier service de click and collect aux Pays-Bas en 2011 avec une grande chaîne de magasins qui s'appelle De Bijenkorf, qui est l'équivalent du printemps aux Pays-Bas. On a vraiment innové aussi avec la notion du click and collect dans ces magasins. Et on a été d'ailleurs nommé élu fournisseur le plus innovant de l'e-commerce hollandais cette année-là. On a eu beaucoup de trophées de l'innovation en fait. On innovait énormément. Et voilà. Donc ça a été une très très belle histoire pendant 10 ans, fascinante. On a surfé sur la vague de l'e-commerce, après avoir surfé sur la vague de la BI et les logiciels d'entreprise. Là, on surfait sur la vague de l'e-commerce. C'était aussi une très belle histoire et que j'avais voulu vivre pour essayer de créer une marque. En fait, j'étais intéressé de créer une marque plus orientée consommateur, ce qui n'était pas le cas de Business Object. Je trouvais intéressant d'aller dialoguer avec les consommateurs de façon plus directe. Et puis j'aimais bien le service Kiala parce que il y avait un côté très vertueux. C'était déjà à l'époque, j'étais assez préoccupé de développement durable et j'aimais bien l'idée de livrer dans des commerces de proximité pour éviter des livraisons à domicile qui créent beaucoup de trafic en ville et beaucoup de pollution. Donc il y avait un côté assez vertueux aussi que j'aimais bien dans ce service. Donc voilà, ça a été 10 ans de ma vie aussi à la tête de Kiala. Eh bien, je suis quand même assez étonné, sinon impressionné, parce que en préparant cet entretien, je m'attendais à ce que tes entreprises soient, la continuité de ton engagement. Et ce dont je me rends compte, c'est que ton premier moteur, finalement, c'est ton engagement et que tes entreprises ont toujours été des opportunités qui sont rentrées dans le fil de ta vie. Et j'ai envie de me poser une question, c'est si les problématiques auxquelles tu répondais en créant tes entreprises sont en adéquation aujourd'hui avec l'engagement que tu prends en créant ton mouvement politique, en écrivant ton livre, et si aujourd'hui tu te retrouverais en tant qu'entrepreneur, parce qu'aujourd'hui chez Croissance Plus tu es plutôt business angel, tu es plutôt parrain, est-ce que tu mettrais tes entreprises dans Croissance Plus en te disant je suis ma ligne directrice, celle de nos citoyens, celle de mon bouquin qui veut changer le monde et qui veut voir le monde autrement. Alors c'est une question c'est une question complexe.
C'est une question compliquée parce qu'elle m'est arrivée en t'écoutant et je me rends compte que je suis en train de te découvrir en fait. Écoute, il y a un trait commun, un fil conducteur dans toutes ces histoires, c'est qu'il y a un engagement dans des projets auxquels je croyais, et avec un engagement qui était total à chaque fois, et puis un côté effectivement un peu rebelle. Un entrepreneur, c'est quelque part un rebelle positif, évidemment, mais Oui. j'ai un révolutionnaire. Enfin, c'est à chaque fois on a révolutionné la BI effectivement à l'échelle de la planète. On a révolutionné la logistique de l'e-commerce en Europe, et puis après, puisque la société a été rachetée par UPS et que j'ai aidé à intégrer pendant 1 an et demi au sein d'UPS, on l'a déployé sur la planète entière. Donc on a révolutionné aussi la logistique de l'e-commerce à l'échelle de la planète aussi dans le cadre d'UPS ensuite, puisqu'on l'a déployé dans une centaine de pays après. Donc il y a comme fil conducteur effectivement l'engagement, le côté un peu révolutionnaire, et effectivement avec Croissance Plus, il y avait une forme de révolte aussi par rapport à un environnement qui était très hostile à l'entrepreneuriat. On venait quand même de crever le plafond de verre avec Business Object, de prouver qu'il n'y avait pas de fatalité, que nous Français on était capables également d'être des acteurs de la tech américaine, de faire aussi bien, même mieux que nos amis américains. En l'occurrence, l'IPO de Business Object, on faisait mieux que les Américains, puisqu'il y avait une étude qui était parue qui montrait qu'on avait levé moins d'argent que les autres, qu'on était allé plus vite que les autres, et qu'on faisait la meilleure IPO 20 fois sursouscrite. Donc on avait prouvé que les Européens étaient parfaitement capables de faire aussi bien, voire mieux que les Américains, qu'il n'y avait pas de fatalité à devenir une colonie digitale. Et ça, d'ailleurs, c'est intéressant ta question, parce que c'était effectivement une des grandes motivations que Bernard et moi avions. Bernard aussi avait cette motivation. Quelque part, on avait envie de prouver qu'on était capable de le faire, c'est-à-dire qu'on n'était pas juste là pour créer une boîte et s'amuser. Il y avait presque une dimension politique pour dire, regardez, nous, Européens, il n'y a pas de fatalité, on est parfaitement capable de faire la même chose de ce côté-ci de l'Atlantique, et effectivement, c'est ce qu'on a prouvé. Et précisément au moment où on prouvait ça, donc moi j'avais moins de motivation à continuer, parce que justement on avait gravi l'Everest avec Bernard, donc c'est vrai que j'avais plus de difficultés à trouver une motivation pour continuer à mettre entre parenthèses ma vie de famille pendant longtemps, et c'est pour ça que j'ai pris du recul à ce moment-là, mais clairement à ce moment-là on a été touché de plein fouet par le système français, moi que j'ai découvert, que je connaissais pas d'ailleurs, un système extrêmement hostile, quasi obscurantiste, quoi, pour qui l'entrepreneur qui réussissait, et encore, moi j'avais même pas encore réussi, j'étais riche que sur le papier, j'étais déjà suspect, quoi, j'étais déjà un salaud de patron, quoi, c'était vraiment ça, quoi, on me réclamait un impôt que j'avais pas les moyens de payer, on me mettait dans des situations infernales et on m'obligeait à quitter le pays, quoi, alors que je voulais rester pour justement aider à transférer mon savoir-faire à d'autres, et les aider à répliquer ce qu'on avait fait avec Bernard, et aider à créer d'autres éditeurs de logiciels français de dimension mondiale. Et j'avais pas le choix, j'étais obligé de quitter la France. Donc j'ai découvert effectivement à ce moment-là une extrême hostilité, et j'ai eu envie de réagir effectivement sous la forme de la création de Croissance Plus, et avec un résultat mitigé, puisqu'on a obtenu de très bons résultats sur la partie association des collaborateurs à la réussite de l'entreprise, mais rien du tout, en tout cas à ce moment-là, sur la partie ISF. Alors on l'a obtenu avec Nicolas Sarkozy des années après, qui a replafonné l'ISF en 2008, et là je suis revenu en France à ce moment-là, d'ailleurs c'est ce que j'avais toujours dit, dès que je reviendrai lorsque l'ISF serait replafonné, ce que j'ai fait à ce moment-là en 2008, mais il a fallu 10 ans, quoi, donc oui, j'ai à chaque fois, il y avait une dimension presque politique à mon engagement, très militante, et bien sûr, nous citoyens, alors ça a été totalement politique, bien sûr, là, en l'occurrence. On peut en parler si tu veux, mais là j'étais à 100% politique. Du coup, juste pour clôturer cette petite bulle politique, ma position personnelle dans la vie, c'est que, et je pense que c'est la position de nombreux entrepreneurs, c'est que pour faire changer les choses au niveau politique, il faut le poids de l'économie. Pour apporter ce poids, il faut s'investir, et donc il faut entreprendre. Donc entreprendre, c'est militant dans le sens où on apporte un poids sur certaines décisions politiques. Est-ce que pour toi c'est indispensable, ou alors est-ce que c'est un débat qui est ouvert et il y a une décision à prendre, le moteur aujourd'hui ce n'est pas ce que nous faisons, c'est au final ce que nous emmenons les utilisateurs, ce que nous emmenons les consommateurs à faire.
Oui, effectivement. J'aime bien ce que tu disais tout à l'heure. Les entrepreneurs, je pense qu'ils ont le devoir de s'engager en politique d'une manière ou d'une autre, pas forcément aussi directement que j'ai pu le faire. Mais si on le fait pas, la politique, elle s'occupe de nous, quoi. Hein. C'est ce qui m'est arrivé avec l'ISF déplafonné, où si on s'occupait pas de politique, la politique, elle s'occupait de nous. On était perçus comme des gens qui avaient réussi ou qui étaient en train de réussir de façon inacceptable, injustifiée. On était des salauds de patrons, et parce qu'il y avait personne pour aller dire que non, et pas du tout. Attendez, regardez ce qu'on fait. On fait des choses très positives pour la société. Nous mettez pas dans des situations infernales. Et donc oui, j'ai même franchi le pas à un moment donné. C'était en 2013, pour être précis, en octobre 2013, après avoir vendu la société Kiala à UPS. J'avais été en train de finir ma transition chez UPS, et là, j'ai eu envie aussi de nouveau de redevenir un militant dans un contexte où en France, à ce moment-là, on venait de connaître la présidentielle de 2012, où les partis de gouvernement reprenaient le discours des extrêmes. C'était la faute aux riches pour les uns, la faute aux étrangers pour les autres. Et en gros, en France, il y avait rien à changer, circulait, il y a rien à voir. Alors qu'il y avait plein de problèmes qui bloquaient la création d'emplois, hein, le problème de l'emploi et du pouvoir d'achat, qui étaient déjà des préoccupations majeures des Français à ce moment-là. Moi, je voyais bien ce qu'on pouvait faire pour aider à résoudre ces problèmes-là. On n'en parlait pas du tout. Moi, je voyais bien, par exemple, qu'il y avait des problèmes majeurs liés au fait qu'il n'y avait pas de plafonnement des indemnités de licenciement. Donc, on avait la main qui tremblait quand on signait un CDI. Parce que si on devait le débloquer à un moment donné, pour quelque raison que ce soit, on risquait d'avoir à payer des indemnités colossales qui pouvaient mettre la société en très grande difficulté. Donc ça, par exemple, c'était un problème dont personne ne parlait. Il y avait des problèmes par exemple aussi liés à la formation professionnelle, qui n'allaient pas vers les gens qui en avaient le plus besoin. Il y avait des problèmes aussi de motiver les entrepreneurs à prendre des apprentis, par exemple aussi. Donc il y avait beaucoup de sujets de ce type-là qui n'étaient pas du tout évoqués et qui étaient des verrous qui étaient relativement simples à débloquer. Donc et puis il y avait bien sûr le problème du poids de l'impôt déjà, qui était très important à ce moment-là. Le problème de l'efficacité de la dépense publique était déjà un énorme problème à ce moment-là, où on avait déjà des prélèvements qui étaient très supérieurs à ceux de nos voisins pour faire la même chose. Et donc j'ai eu envie de m'impliquer effectivement dans le débat public avec une centaine d'amis. On a créé Nous Citoyens, et en 9 mois, on a créé un mouvement qui a fédéré 12 000 adhérents payants, 25 000 sympathisants, qui aux européennes de 2014, donc on avait à peine 9 mois d'existence, a réuni plus de 250 000 voix, donc en étant à peine né, sur ce discours d'engagement citoyen, avec effectivement l'apport des entrepreneurs, mais pas seulement, il n'y avait pas que des entrepreneurs, mais un discours qui était un discours de vérité, qui manquait énormément, et qui a été assez vite repris en fait à on était plutôt assez content de voir que finalement on suscitait beaucoup d'intérêt des politiques en place, et à tel point que moi, au bout d'un an, je sais pas que j'en avais fait le tour, mais j'avais là encore une préoccupation familiale, j'avais encore des enfants jeunes, j'avais probablement aussi à tort promis après la vente de Kiala que je passerais plus de temps avec eux, et toute évidence c'était pas du tout le cas, parce que je passais mes soirées à animer des commissions pour réfléchir à la façon de réformer le pays, à militer aux 4 coins du pays pour rencontrer des militants, à intervenir dans les médias aussi, puisque c'était important bien sûr aussi d'intervenir. Donc j'avais plus aucune soirée à moi, et donc au bout d'un an j'ai eu envie de passer la main, et j'ai passé la main à quelqu'un dont je trouvais qu'il avait un profil intéressant, qui était Jean-Marie Cavada. Et puis bon, ça s'est pas bien passé parce que beaucoup de gens considéraient qu'il était trop différent de moi, et bref, donc il n'est pas resté. Mais entre-temps, la bonne nouvelle, c'est que beaucoup de nos idées ont été reprises, quoi, hein, et il y a eu à la présidentielle de 2017, il y a eu 2 des principaux candidats qui ont repris une bonne partie de nos idées, pas toutes malheureusement, mais une bonne partie. C'était Macron et Fillon, qui avaient des vrais programmes de réforme, qui parlaient d'un certain nombre de vrais sujets, qui sortaient du déni, qui n'étaient pas dans la facilité à dire voilà, c'est juste la faute des étrangers et des riches ou de je ne sais qui désignaient un tas de vrais sujets. D'ailleurs, Macron a même mis en œuvre un certain nombre de ses propositions sur les sujets que j'évoquais tout à l'heure, sur le plafonnement de l'indemnité de licenciement, la réforme de l'apprentissage, etc. Ouais. Et donc finalement, au bout du compte, on n'a pas perdu notre temps, parce que notre objectif numéro 1 quand on a lancé Nos Citoyens, c'était qu'on n'ait pas une présidentielle pour rien en 2017. Ben, on n'a pas une présidentielle pour rien, et on a évité le populisme. Là où on était très content aussi, c'est qu'à partir du moment où on parle des vrais sujets aux Français, les Français, ils vont pas voter pour les populistes, ils votent pour les gens qui proposent de réformer le pays. Et donc c'est ce qui s'est passé en 2017. Donc voilà. Donc
Donc ça a été un parcours intéressant aussi de ce point de vue-là, très militant, alors totalement militant et totalement politique, même si dès le départ on avait dit qu'on n'était ni droite ni gauche, idée qui a été reprise, comme tu le sais, peu de temps après. D'ailleurs avec au passage les statuts du mouvement, ce qui est assez drôle, c'est que Emmanuel Macron a aussi repris les statuts de notre mouvement, mais bon, tout était là pour être repris, c'était ce qu'on souhaitait, et donc oui. On était plutôt content de voir que beaucoup de nos idées étaient reprises. Des fois, quand il y a des bonnes idées, finalement, on ne peut que se féliciter de les avoir eues, parce que même si elles ne sont pas mises en application par nous, et c'est compliqué d'aller jusqu'à la mise en application, et je vois au quotidien, quand on est sur des postes de décision ou des postes à responsabilité, les idées viennent, mais elles sont pas forcément mises en application comme on l'aurait voulu, et c'est pas toujours évident. Donc je pense que s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent et qui se sentent galvanisés par ce discours et par ton parcours, je pense à titre personnel qu'un entrepreneur politicien est un entrepreneur faiseur, et que c'est important d'avoir dans notre spectre politique des doueurs qui ont envie de faire changer des choses spécifiques, et qui sont pas juste des politiciens. Parce que être politicien, c'est un métier, certes, mais c'est dommage de ne pas être citoyen aussi. Absolument, absolument. Donc j'ai eu cette période-là avant de redevenir entrepreneur, effectivement, en 2015, sur le projet que j'anime aujourd'hui, mais qui m'a inspiré un autre engagement militant dont on va parler, effectivement, si tu veux, qui est le livre que je viens de publier. Oui. Parlons de ce livre. Est-ce que tu peux nous donner le sommaire de ce livre? Oui, alors le livre, il s'appelle Le Contrat mondial, et en sous-titre, on a mis pour faire que les normes, pour faire que l'humain, en fait, on a dit, pour faire que l'humain et la nature soient au cœur de la mondialisation. Donc c'est un livre qui est une critique constructive de la mondialisation, qui m'a été inspiré en fait par effectivement ma nouvelle entreprise qui s'appelle Nature et People First, que j'ai vraiment démarré en 2015-2016 sur une idée que j'avais depuis un petit moment, mais j'ai vraiment été à 100% sur le projet à partir de ce moment-là. Et donc le projet, en fait, on va parler du projet un tout petit peu parce que c'est ce qui m'a amené à écrire le livre. Le projet, il consiste à développer des sites de stockage d'énergie, pour permettre d'intégrer des énergies renouvelables intermittentes comme le solaire et l'éolien. Le solaire et l'éolien, c'est formidable, sauf qu'il n'y en a pas tout le temps. Le soleil, par définition, il n'y en a plus le soir. Or, c'est là à ce moment-là qu'on a la pointe de consommation. Donc, il y a un croisement de courbes assez violent, où la production solaire disparaît et la consommation explose. Et donc, il faut des technologies pour aider à gérer cette intermittence. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. On peut le faire avec des batteries, qui est ce qu'on commence à voir de plus en plus et qui pose un certain nombre de problèmes dont on va parler, même si c'est une technologie qui est éminemment respectable en tant que telle. Et puis, on peut le faire aussi avec une technologie qui est assez ancienne, en fait, qu'on appelle le pompage-turbinage, qui est très simple, en fait, qui consiste à utiliser du dénivelé naturel avec des réservoirs d'eau, avec une centaine de mètres ou quelques centaines de mètres de dénivelé entre les deux. Et quand on a de l'énergie excédentaire, on va pomper l'eau du réservoir bas vers le réservoir haut. Donc, les panneaux photovoltaïques à midi sont à productivité maximale, donc on pompe de l'eau. Et puis, en fin de journée, entre 18h et 22h, au moment de la pointe de consommation, on relâche l'eau et on entraîne une turbine hydroélectrique, on récupère 70% de l'énergie qui a été stockée. Donc ça, c'est un modèle qui existe depuis une centaine d'années, ça a été inventé par un ingénieur allemand, ça a été largement déployé dans les Alpes européennes, aux États-Unis, un peu au Japon, en particulier dans les années 80, pour aider à équilibrer les réseaux de centrales nucléaires, à leur donner un peu de flexibilité. Et puis, donc c'est aujourd'hui la technologie de stockage la plus largement déployée, c'est 93% des moyens de stockage dans le monde aujourd'hui. Par contre, on fait plus tellement de sites de ce type-là, de pompage-turbinage, ou de STEP, on appelle ça les STEP aussi, système de transfert d'énergie par pompage, parce que historiquement, on faisait des sites gigantesques en faisant des barrages sur des rivières, donc en noyant des vallées entières, donc des choses qu'on peut plus faire aujourd'hui, qui sont plus acceptables. Et donc, on a cherché à réinventer en fait ce procédé avec ce qu'on appelle les micro-steps à faible impact. Donc, on fait des choses de petite taille. Donc, au lieu de viser des centaines de mégawatts, on va viser quelques dizaines de mégawatts. Et en visant des petites unités, on va pouvoir, on aura une emprise foncière des bassins d'eau qui sera limitée. Donc, on va pouvoir éviter de toucher des zones sensibles où on a une faune ou une flore qui est sensible. Par exemple, sur le premier site en Martinique, on a pu se détourner assez facilement d'un endroit où il y avait un buisson où nidifiaient des orioles de Martinique, qui sont des oiseaux endémiques protégés, parce que voilà, on a une petite taille, donc on a une agilité qui permet d'éviter d'impacter l'environnement de façon négative. Donc petite taille qui facilite l'intégration, petite taille qui permet aussi d'utiliser
des matériaux standards. On va utiliser des pompes standards, des turbines standards, des conduites standards, alors que les grandes steppes classiques, tout est fait sur mesure, donc coûte très cher. Donc là, on arrive à des coûts qui sont raisonnables parce que tout ce qu'on utilise est très standard. Et puis, on fait ça en circuit fermé, donc on touche surtout pas aux rivières. Donc on va constituer un réseau d'eau fermé entre les deux réservoirs. Donc c'est très important. On n'a aucun impact sur les rivières, qui est quelque chose de très sensible aujourd'hui. Et puis enfin, on a cette notion de mutualisation des réservoirs. On va essayer de faire en sorte que bien un réservoir d'eau, il va pas permettre que de stocker de l'énergie. On va par exemple y mettre des panneaux photovoltaïques flottants. Donc on va en profiter pour générer aussi de l'énergie photovoltaïque, ou ce qu'on va faire sur le premier site de Martinique, ou alors on va intégrer les réservoirs sous un bâtiment, sous un parking, un terrain de sport, un entrepôt, etc. Et c'est sur cette dimension-là d'ailleurs que j'ai des brevets en fait sur cette partie-là dans une quinzaine de pays. Donc, je me disais que c'était très innovant et que ça devait être nouveau. Oui, donc c'est quelque chose. Donc on réinvente en fait un procédé. On n'a pas inventé la technologie du pompage sur ménage, mais on le réinvente, on l'adapte aux contraintes du 21e siècle. Et puis on a rajouté au fil des travaux qu'on a menés sur le premier site en Martinique, on a rajouté tout un tas de services innovants qui permettaient de rajouter de la valeur ajoutée et de se différencier par rapport aux batteries et d'arriver finalement à un service qui est comparable en termes de coût par rapport à des batteries. On a rajouté ce qu'on appelle de l'inertie renforcée, de la réserve rapide, enfin sans rentrer dans les détails techniques, mais on a ajouté beaucoup de services innovants. Et donc le premier site qui devrait voir le jour en Martinique prochainement, ça sera une première mondiale ou une co-première mondiale avec un site qui lui ressemble beaucoup à Hawaï. Il y a une espèce de compétition avec des gens à Hawaï actuellement pour sortir le premier site de microstep insulaire à faible impact. Donc ça, c'est ce que je fais depuis quelques années. Je travaille maintenant en partenariat aussi avec un gros fonds d'investissement qui s'appelle Meridiam, qui est un fonds français d'infrastructure qui gère 10 milliards d'euros d'actifs et qui m'accompagne sur ces projets, donc ce premier projet en Martinique et puis d'autres que nous avons à La Réunion. Et puis je discute avec eux aussi pour qu'ils m'accompagnent éventuellement sur des projets aux États-Unis, puisque je travaille également sur des projets aux États-Unis. On essaye de développer ce type de procédé dans des stations de sport d'hiver en particulier, où il y a beaucoup de dénivelé, où il y a aussi des gros besoins, surtout aux États-Unis où les réseaux sont plus fragiles qu'en Europe. On l'a vu cet été avec ce qui s'est passé en Californie, plus récemment au Texas. Voilà, des réseaux qui sont pas très bien interconnectés, qui sont assez fragiles. Donc il y a un besoin. On a signé une lettre d'intention avec une compagnie d'électricité dans le Colorado en particulier. Donc on espère aboutir bientôt. Puis je regarde quand même un très gros site aussi dans l'Arizona, où je me réserve de faire peut-être un très gros site de step classique de plusieurs centaines de mégawatts. Mais dans l'Arizona, on est dans un désert, donc il y a très très peu d'impact environnemental, pour ainsi dire aucun. Et donc là, on peut encore envisager de faire des grandes steps classiques. Donc voilà, ça c'est mon métier aujourd'hui. Et en fait, dans ce métier, en exerçant ce métier, je me suis retrouvé dans une compétition frontale avec des gens qui avaient pas du tout les mêmes règles du jeu, Je me suis retrouvé en compétition avec les batteries, et les batteries, le process de fabrication de la batterie, il démarre en République démocratique du Congo, avec des mines de cobalt. La RDC a un quasi-monopole, presque 70% de la production mondiale de cobalt vient de RDC, avec des enfants qui travaillent dans les mines, sans casque, sans masque, sans gants, alors que le cobalt est extrêmement corrosif, des mines qui sont pas étayées, donc des mines qui vont s'effondrer, des enfants qui sont payés 25 centimes de l'heure, $2 par jour, donc un process qui est épouvantable à tout point de vue. Ensuite, le cobalt, il est raffiné à 80% en Chine, avec des standards sociaux qui sont un peu meilleurs, mais qui sont pas bien meilleurs, puisque le travail des enfants existe encore en Chine, que les employés ont très peu de droits, ils peuvent pas rejoindre un syndicat libre. Le seul syndicat officiel autorisé, c'est un syndicat qui est présidé par un membre éminent du Parti communiste, donc qui est très rarement du côté des employés. Quand les employés ont un problème de paiement de salaire, ce qui est très fréquent en Chine, ils ont très peu de recours. Ils peuvent aller à l'équivalent d'un prud'homme et ils doivent payer 2 mois de salaire, et ça n'aboutit que dans très très peu de cas. Et il y a des drames régulièrement. Il y a eu un drame récemment en janvier d'un livreur d'une société de livraison de repas à domicile type Deliveroo qui s'est immolé par le feu dans une ville chinoise parce qu'il n'obtenait pas gain de cause sur un problème de paiement de salaire. Donc on voit bien que c'est très compliqué, et donc on voit bien que mettre en compétition finalement les économies des pays développés qui ont 150 ans d'histoire sociale et 50 ans d'histoire environnementale, et donc des standards très ambitieux dans les deux domaines, et donc de fait des coûts qui sont beaucoup plus élevés, les mettre en compétition avec des pays émergents qui, eux, ont une histoire sociale qui est beaucoup plus récente et donc beaucoup plus balbutiante, une histoire environnementale qui est aussi très récente, et donc de fait des standards beaucoup plus basiques et beaucoup moins coûteux. Quelque part, c'est une forme de concurrence déloyale. Et il se trouve que j'ai été aussi à un moment donné membre de l'autorité de la concurrence, du collège de l'autorité de la concurrence à Paris. Donc j'ai appris à identifier les situations de concurrence déloyale. C'est une situation de concurrence déloyale sans aucune discussion possible, quand les règles du jeu sont pas les mêmes. Et donc ça fait que aujourd'hui, on va se retrouver avec
finalement, par exemple, dans mon cas, alors moi, ça m'empêche pas de réussir. Au passage, soyons très clair, moi, j'arrive à développer mes projets avec succès et j'ai pas besoin de changer les règles du commerce mondial pour réussir mes projets, heureusement d'ailleurs. Mais j'ai vraiment réagi en militant, encore une fois, en citoyen engagé. J'ai trouvé que les conséquences, en fait, de cette situation étaient tellement dramatiques à beaucoup d'égards, que j'ai pas pu me taire, en fait. Et c'est là qu'est venue l'idée. Voilà, c'est là qu'est venue l'idée d'écrire ce livre, quoi, le contrat mondial, en disant je peux pas me taire, quoi. Ce que j'ai vu a des conséquences telles au plan social, au plan politique, au plan stratégique. Ce libre-échange déséquilibré et sans éthique a un tel impact sur le monde entier, d'ailleurs les sociétés occidentales, mais pas seulement, sur également les pays émergents ou qui n'émergent pas ou très lentement. Eh bien, j'ai eu l'idée d'écrire ce livre. Et effectivement, d'essayer de proposer des solutions. Les conséquences, c'est quoi les conséquences sociales? C'est que on a laissé tomber les usines, quoi. Vraiment, quoi. À un moment donné, c'est une décision qui a été prise il y a une trentaine d'années. Dans le livre, je raconte l'historique. C'est à la base, ce sont les Américains qui ont été à l'origine de ça, suite au choc d'excellence japonais dans les années 80. Plutôt que d'essayer d'émuler les Japonais, ce qui aurait été la solution, ils ont préféré aller chercher de la main-d'œuvre pas chère au Mexique. Et voilà, probablement sous la pression d'une forme de financiarisation de l'économie, de recherche de résultats à court terme, on est allé chercher de la main-d'œuvre pas chère au Mexique, et puis ensuite en Chine, à un moment où la Chine commençait à se réformer, et puis il y avait une vision un peu bisounours, il faut le dire, portée beaucoup par le livre de Francis Fukuyama sur la fin de l'histoire. Voilà, le capitalisme avait gagné, on allait tous être amis, et donc on est allé chercher de la main-d'œuvre pas chère en Chine, et les Chinois ont accueilli évidemment cet appétit de Chine avec enthousiasme, sont rentrés dans l'OMC en 2001, ont tenu pratiquement aucun de leurs engagements au moment de l'entrée dans l'OMC, et ont demandé ensuite des transferts de technologies forcés, n'ont pas respecté la propriété intellectuelle des entreprises occidentales. Il y a eu plein de problèmes qui existent encore d'ailleurs. Et finalement, on réussit à se développer très rapidement grâce à ça. Et nous, on a perdu énormément d'emplois industriels. Enfin, quand je dis nous, c'est les pays occidentaux, les États-Unis énormément, la France, l'Angleterre. On connaît la France périphérique, donc des régions entières qui ont perdu les emplois industriels. Et quand on perd les emplois industriels, on perd beaucoup de choses. Enfin, ensuite, les petits commerces se ferment, l'immobilier s'effondre, les services publics s'en vont, et ça a débouché sur aux États-Unis, l'élection de Trump, en Angleterre, le Brexit, chez nous, le succès du Rassemblement national, dont on voit bien que quand on regarde la carte du vote Rassemblement national, Front national à l'époque, à la présidentielle de 2017 au premier tour, on voit bien que le vote Front national est totalement en ligne avec le croissant nord-est industriel du pays, qui a été le plus durement touché. Et puis, bien sûr, les Gilets jaunes plus récemment, qui est une révolte des classes populaires. Donc il y a eu cette révolte des classes populaires, cette explosion du populisme, et puis derrière, il y a des enjeux stratégiques majeurs. Dans mon domaine, on est en train aujourd'hui de truffer tous nos nouveaux réseaux renouvelables de batteries lithium-ion qui créent des dépendances absolument considérables. C'est-à-dire que les batteries lithium-ion ont une part de marché qui est totalement disproportionnée à ce qu'elles auraient si les règles étaient les mêmes pour tout le monde. Les batteries coûteraient entre 3 et 4 fois plus cher. Donc on n'y aurait pas 90% de batteries, il y aurait peut-être 30 ou 40% de batteries, pas beaucoup plus. Aujourd'hui, il y a pratiquement 90% de batteries. La solution aujourd'hui la plus utilisée, c'est les batteries. Et donc des situations de dépendance absolument colossales, dépendance sur les matériaux rares, au cobalt par exemple, je l'ai dit, à la RDC, qui est un pays extrêmement instable, donc il suffit d'une nouvelle guerre en RDC pour qu'il y ait un blocus sur le cobalt, une pénurie, dépendance au lithium, où on a 4 pays qui contrôlent pratiquement 100% de la production mondiale. Il faut se rappeler que le pétrole, avec l'OPEP qui tient la dragée haute aux pays occidentaux depuis pas mal d'années, on a 13 pays qui ne contrôlent que 41% de la production mondiale. Là, on a 4 pays qui contrôlent pratiquement 100% de la production mondiale. C'est 2 pays andins, c'est le Chili et l'Argentine, et puis l'Australie et la Chine qui contrôlent le reste pratiquement. Donc un espèce d'OPEP du lithium qui est en train de se créer, et puis la dépendance à la Chine elle-même qui produit 70% des batteries mondiales, qui produit 80% des terres rares dont on a besoin dans les batteries, et qui contrôlent le marché des terres rares parce que justement ils ont des normes sociales et environnementales qui sont radicalement différentes, beaucoup plus faibles, et donc où ils peuvent, les terres rares c'est un procédé qui est très polluant potentiellement, et donc alors que les Américains contrôlaient 50% de ce marché jusqu'aux années 80, la Chine a pris le leadership parce que la Chine tolère des niveaux de pollution qui sont considérables. Donc
donc des dépendances absolument considérables pour des outils qui sont très stratégiques. Donc je formule toute une série de propositions. Je parle d'un contrat mondial, d'un nouveau contrat mondial pour essayer de faire en sorte que déjà pour les industries stratégiques, on retrouve une compétition équilibrée. C'est-à-dire qu'on ne soit pas dans cette situation où on a des gens qui, parce qu'ils sont à 5 euros de l'heure de main-d'œuvre, ils ont tout de suite un avantage coût quand nous, on est à 30. Aujourd'hui, il faut savoir que l'industrie automobile européenne est même menacée. Il y a un rapport de France Stratégie qui a été remis au Premier ministre il n'y a pas longtemps, qui disait textuellement l'industrie automobile chinoise pourrait envoyer au tapis l'industrie automobile européenne. Et c'est très exactement pour les raisons que j'évoque, à cause de ce différentiel de coût de main-d'œuvre en particulier et de normes environnementales aussi. Quand la main-d'œuvre est à 5 euros de l'heure en Chine et à 30 euros chez nous, c'est très très difficile de lutter. Pour une voiture, la main-d'œuvre, c'est encore 50% du coût. Donc la voiture, elle est tout de suite 30 ou 40% moins chère. Le PDG de Renault, d'ailleurs, l'a dit aussi, il a témoigné dans le Sénat, c'est très émouvant. Et je suis surpris d'ailleurs que ça n'ait pas eu beaucoup plus d'écho. En septembre 2019, il a dit il faut qu'on fasse très attention. Il se pourrait bien que dans quelques années, on n'ait plus que nos yeux pour pleurer, le patron de Renault. Quand même, donc ça fait très très peur. Donc on pourrait perdre. On a déjà plus beaucoup d'industrie en France à cause de tout ce que j'ai dit, et puis à cause d'un problème de compétitivité du pays. Il faut pas l'oublier aussi. On a un pays qui a quand même un problème de compétitivité même par rapport à ses voisins. C'était déjà quelque chose que je dénonçais en 2013 avec nos citoyens, mais c'est quand même important d'en parler un tout petit peu. On a toujours 6 points de PIB d'écart de prélèvement par rapport à nos voisins. C'est pratiquement 140 milliards d'euros pour faire la même chose que nos voisins. Donc on a une dépense publique qui est hors de contrôle, qui est pas efficace. Donc on a déjà un problème de compétitivité majeur qui nous a fait perdre beaucoup d'industries, et puis on en a perdu encore plus à cause de ce libre-échange déséquilibré et sans éthique. Quelque part, on subit ce que je résume en disant un peu la double peine d'une économie suradministrée et d'un commerce international sous-administré. On est quelque part ultra-libéral en dehors des frontières et ultra-étatiste à l'intérieur, et ça, on le paye très cher en termes de poids de l'industrie. On a une industrie qui ne pèse que 11% du PIB, alors qu'on a qui est au même niveau que la Grèce, qui est un pays qui a pas d'histoire industrielle. On est en dessous de l'Italie et de l'Espagne, qui sont à 14 et 15% respectivement, alors que on a une histoire industrielle phénoménale. On a co-inventé l'automobile, on a co-inventé l'aviation, on a inventé le cinéma, la photographie, les vaccins contre la rage, etc. Et on n'a plus une industrie qui ne pèse que 11%. Et donc on paye très cher, on paye cash effectivement, à la fois notre manque de compétitivité en France et puis ce libre-échange déséquilibré et sans éthique. Donc ce que je dis, c'est que pour les produits stratégiques, il faut, selon moi, rééquilibrer la compétition et faire qu'une voiture électrique où la main-d'œuvre est à 5 euros de l'heure en Chine et à 30 chez nous, elle rentre avec une compensation sociale qui ramène le prix de la voiture comme si la main-d'œuvre avait été à 30 euros de l'heure et pas à 5. Et ce que je propose, c'est que cette compensation sociale, elle soit reversée à 50% aux pays émergents, aux pays d'où vient le véhicule, et à 50% aux zones qui ont été les plus touchées par les délocalisations et aux populations qui ont été les plus touchées pour les aider. Donc c'est quelque chose qui est assez équilibré. Alors évidemment, reversé aux pays émergents que s'ils respectent les droits de l'homme, bien entendu, et reversé à 100% même à travers des ONG quand il s'agit des pays les plus pauvres. Comme la RDC, par exemple, pour sortir les enfants de RDC des mines de cobalt, par exemple. C'est quelque chose qui est tout à fait possible, tout à fait envisageable. Donc, et ça, c'est pour les produits stratégiques. Les produits stratégiques, c'est quoi? C'est essentiellement tout ce qui tourne autour, de l'énergie, des transports, du médical. Et puis, pour les produits non stratégiques, il faut quand même pousser à une convergence. Je pense que c'est une responsabilité qu'ont les pays développés, parce que on voit bien que si on pousse pas à la convergence, ça va rester longtemps comme ça, quoi. L'enfant, le gamin du Congo qui est payé $2 par jour, ça va rester comme ça indéfiniment. Et en Chine, les standards sociaux évoluent pas beaucoup non plus. Ils sont maintenus très très bas. Et ça, c'est pas tolérable. C'est pas nos valeurs à nous, les Occidentaux. Donc ça, on peut pas l'accepter. On peut pas accepter de cautionner ça indéfiniment. On va pas demander à ce que du jour au lendemain, ils s'alignent évidemment sur nos standards, mais on va demander à ce qu'il y ait un chemin, une visibilité. Et donc, ce que je propose, c'est sur les produits les moins stratégiques, donc tout le reste, tout ce qui est textile, habillement, chaussures, jouets, etc., c'est qu'on ait, ça par exemple, un maximum de 8% de compensation à l'entrée dans le pays développé, la moitié, 4%,
sur, par exemple, la conformité aux standards de l'OIT. Donc le standard de l'OIT, c'est quoi ? C'est la non-discrimination à l'embauche, l'interdiction du travail des enfants, l'interdiction du travail forcé et la liberté syndicale. Vous êtes un pays qui respecte les 4, vous payez pas les 4%. Vous êtes un pays qui respecte que 2 des 4 piliers de l'OIT, vous payez 2 points de compensation sociale à l'entrée, et puis une compensation aussi sur le poids de la dépense sociale dans le PIB qui serait l'autre 4%. Voilà. Et si vous avez une dépense sociale dans le PIB qui est faible, vous avez une indemnité, on prélève 4%, et si elle est forte, on prélève rien, etc. Donc et là aussi, reversement total ou partiel au pays en question. Donc ça peut être un programme d'aide même aux pays émergents qui peut être extrêmement puissant, et qui peut vraiment permettre de pousser, d'aider les économies des pays émergents à se développer, qui peut permettre de stabiliser aussi les populations, d'éviter des flux migratoires, qui peut permettre de donner des débouchés à nos entreprises, qui peut faire que le commerce soit plus un problème, mais la solution. Voilà, c'est ça le contrat mondial. Exactement. C'est une proposition qui est toute globale, qui prend toute sa dimension aujourd'hui dans l'économie mondiale. Et je trouve que c'est extrêmement bien rédigé. En tout cas, c'est clair et on voit les applications. Il y avait une question qui me venait, mais nous arrivons à la fin de notre entretien, et cette question, c'était que devient l'Europe aujourd'hui dans tout ça? Mais j'ai un début de réponse, puisque au final, l'Europe est un acteur central, et il ne s'agit pas de pousser l'Europe à se renfermer sur elle-même, mais plutôt de l'emmener vers les pays émergents qui sont aujourd'hui l'usine du monde, et l'emmener à mieux commander, et que ce ne soit pas juste une commande aveugle où on ne voit pas ce qui se passe derrière, on ne voit pas qu'il y a des enfants dans des mines et on ne voit pas qu'il y a des enfants qui travaillent dans des usines, mais que ce soit une commande consciente où on accompagne la commande de garde-fous qui vont permettre à des humains de travailler dans nos industries qui sont étrangers, dans nos industries qui sont en France et en Europe. Absolument, non, c'est une bonne synthèse. Alors l'Europe, elle commence à bouger sur ces sujets, mais sur la partie uniquement environnementale aujourd'hui. Mais c'est intéressant puisque on commence à débattre de la taxe carbone aux frontières, qui est une compensation environnementale aussi à des écarts de normes environnementales cette fois-ci. Je pense que c'est très bien. Je pense que c'est une très bonne chose. Ouais. Mais je pense qu'il faut ouvrir le débat maintenant sur la partie normes sociales. Au passage, les Américains sont beaucoup plus en avance que les Européens sur cette question des normes sociales aux frontières. Ils y travaillent déjà depuis Trump. Je suis pas un fan de Trump, mais Trump a été le premier à s'intéresser à ça, et c'est en train d'être repris par Biden, semble-t-il. Donc c'est vraiment intéressant de voir que les choses commencent à évoluer sur ces sujets. Merci beaucoup Denis pour cet entretien. De rien, cette bonne continuation. Merci pour ton temps et ton intérêt. Et voilà, c'est terminé. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Je tiens à remercier Ousmane pour sa générosité. Et je vous invite à venir nous rejoindre sur nos réseaux sociaux ainsi que sur notre site internet entrepreneur avec un s-café.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire sur vos plateformes d'écoute préférées. Cela nous aide énormément. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'Entrepreneur Café.